Voilà, donc bonjour à tous. Donc on se voit à 1 heure. Je vais d'abord, si vous souhaitez, parce que bon, la dernière fois, la semaine dernière ensemble, on a vu la notion de PGCD et de PPCM. Donc je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est, et notamment on va voir les propriétés que vous voyez à l'écran là, hein, qui sont sur votre cours. J'en ai pas dit grand chose la dernière fois, j'ai pas trop eu le temps. Donc on va peut-être passer un peu plus de temps sur ces propriétés. Non pas pour les démontrer, ce qui serait pas très difficile avec les outils dont vous disposez, mais simplement pour voir comment elles fonctionnent, et en fait elles sont assez naturelles et assez logiques, hein. On va juste les illustrer par des exemples, d'accord? On va juste faire ça. Alors vous avez une propriété qui porte sur le PPCM, c'est la 221, une propriété sur le PGCD, la 222, la 223 porte sur les deux à la fois, et vous avez enfin une quatrième propriété qui porte sur la notion de nombre premier entre eux, d'accord? Donc on va voir un petit peu ça, même si j'en ai déjà touché 2 mots. Alors je vous propose juste de l'illustrer par des exemples, donc ça va être tout simple, d'accord? On va faire quelques exemples. Donc exemple, vous pouvez les rajouter hein, sur votre feuille de cours si vous l'avez sous les yeux, ce que je vous conseille de faire. Donc ou sur votre cahier, vous écrivez des petits exemples comme ça dans la marge. Alors, que dit la propriété? D'abord que le PPCM de deux nombres est un multiple de ces deux nombres, et un multiple commun. Alors effectivement, on va le voir ensemble, on va le voir sur un exemple à nouveau. Donc je vais vous donner un nombre, alors prenons par exemple 24, que vous allez me décomposer en produit de facteurs premiers. Je vous écoute, c'est pas très compliqué. Donc soit vous prenez la parole via le micro, soit vous me le mettez, vous me le décomposez dans le chat. D'accord? Donc comment décomposer 24? Alors, c'est 2 puissance 3 fois 3, tout à fait, mademoiselle Benmo Stéphane. Donc 2 puissance 3 fois 3. Donc disons que c'est n. D'accord? Et maintenant, je vais prendre un autre entier que je vais appeler m. Donc, je vais vous en donner un autre. Alors, prenons par exemple 36. Bon, je vais prendre des exemples vraiment simples. Allez, qui c'est qui me le décompose 36? Juste pour vous entraîner, comme ça. Alors, si vous connaissez vos tables de multiplication. La table de 6, ça doit remonter au CE2 à peu près. Bravo, monsieur Bourrier. 2 au carré fois 3 au carré. Excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise pour l'enregistrement. J'ai cliqué au mauvais endroit. Alors, 36, effectivement, c'est 2 au carré fois 3 au carré. Ok. Alors, qui me rappelle comment on a défini le PPCM, hein, vraiment la définition qu'on a donnée, et qui repose sur la décomposition en produit de facteurs premiers. Comment on fait? Trouver le PPCM. Donc, le symbole, c'est celui-là. Voilà. Comment on fait pour l'établir? J'ai envie de dire sans réfléchir. Alors, regardez votre fiche de cours, hein, c'est la définition du PPCM. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, essayez de participer un peu. Prendre le micro, c'est top. Allez, ceux qui parlent aujourd'hui, je mets des 20. Tiens, je vais un peu faire de la corruption. Je vous mets un 20 de participation. Je sais plus quoi faire, hein. Alors, quelle est la définition du PPCM? Regardez, comment on fait? Est-ce que je vous remonte la formule, enfin, ce qui est dans le cours, s'il vous plaît, si vous voulez. Si vous ne l'avez pas sous les yeux. Regardez, comment on détermine le PPCM? Vous prenez tous les nombres premiers qui rentrent dans la décomposition des deux nombres, même tous les nombres premiers, et chaque fois vous prenez la plus grande des deux puissances. Ça vous donne le PPCM. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire pour le PPCM? En gros, ce que je vous demande, c'est il faut mettre quoi? 2 puissance combien et 3 puissance combien? Merci Elisa. 2 puissance 3 fois 3 puissance 2. Ok, super Mathieu. Et Victoria. 2 puissance 3 fois 3 puissance 2.
Ok. Alors attendez, il y a des camarades à vous qui ont l'air de se pointer maintenant. Oui, mademoiselle Baratieux et monsieur de Grémont. Les deux font la paire. Voilà, je les ai autorisés à venir. Alors, que dit la propriété? Elle dit que quand vous fabriquez ce nombre, hein, comme une recette de cuisine presque, 2 puissance 3 fois 3 au carré, forcément vous fabriquez un multiple de n, et forcément vous fabriquez un multiple de m. Alors ça c'est normal, puisque comme vous prenez à chaque fois la plus grande des puissances pour chacun des nombres premiers, bah, au minimum, le PPCM, entre guillemets, contient suffisamment de facteurs premiers pour recomposer n, et aussi suffisamment de facteurs premiers pour recomposer m. Regardez, je vais l'écrire. Donc ça, c'est quoi? C'est 2 au cube fois 3 fois 3, comme dirait la palisse. Mais pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Pour faire apparaître précisément le nombre n. Vous voyez ce que je souligne là? C'est rien d'autre que n. Je vais le mettre entre parenthèses. Donc j'obtiens n fois 3. Ok pour tout le monde? À partir du moment où vous prenez des puissances, pour chaque nombre premier, vous prenez la puissance la plus grande possible, vous avez forcément quelque chose de supérieur ou égal, aussi bien en ce qui concerne n que en ce qui concerne m. Alors justement, on va faire le même travail pour m. Qu'est-ce qu'on va faire pour m? Ben regardez, je vais faire apparaître donc 2 au carré fois 3 au carré. D'accord? Donc je fais apparaître m. Alors évidemment, mon PPCM, il y a des facteurs en plus. Qu'est-ce qui est en plus? Ben regardez, on avait 2 puissance 3 au départ. D'accord? Donc si je considère uniquement 2 au carré fois 3 au carré, ben, j'ai encore un facteur 3, un facteur 2, pardon, supplémentaire. Donc qu'est-ce que je vais écrire ici? Donc, ce que je mets entre parenthèses, c'est rien d'autre que m. Et donc ce qui est écrit, c'est m fois 2. Tout le monde est d'accord avec ce que je viens de faire? Est-ce que vous avez compris l'idée un petit peu là, de ce que je viens d'écrire? Je suis en train d'illustrer le fait que le PPCM est à la fois un multiple de n et un multiple de m. En termes de puissance, on pourrait presque dire qu'il est forcément plus grand que n et plus grand que m. Mais quand je dis plus grand, attention, je considère les puissances qui affectent chacun des nombres premiers. Donc je prends les puissances maximales, bah forcément je prends un peu plus que n, et je prends aussi un peu plus que m. D'accord? Alors, petite remarque, donc ça c'est une illustration du petit a. Que dit le petit b? Si n divise m, alors le PPCM, c'est m, sans jeu de mots. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette idée? Si n divise m, ben, qu'est-ce qu'on va prendre comme PPCM? Il faut un multiple de n. Eh ben, prenons m, et c'est forcément le plus petit possible. D'accord? Donc le petit b, en un sens, il est évident, mais il faut l'avoir en tête, parce que si je vous demande le PPCM de 12 et de 24, qu'est-ce que vous allez me dire? Je l'écris, hein, si n est égal à 12. Donc si n est égal à 12 et si m est égal à 24, quel est le PPCM des deux? Je vous écoute. Bah c'est 24. Hein, c'est assez bête à dire, mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc le PPCM des deux, c'est 24. D'accord? On cherche en fait, alors on peut le constater en utilisant les décompositions. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les puissances des nombres premiers de n vont être inférieures ou égales, en fait, aux puissances des nombres premiers de m. Donc en fait, vous allez prendre exactement les plus grandes des deux, c'est-à-dire celle de m. Donc vous allez refabriquer m. D'accord? C'est une idée en fait assez évidente. Voilà. Enfin, la propriété petit c, qui est la plus riche, si j'ose dire, ou la moins évidente. Si vous prenez maintenant n'importe quel multiple commun de n et de m, la particularité, c'est qu'il est divisible par le PPCM. Alors, je vais vous proposer une petite preuve, d'accord, qui va reposer sur la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, pour le petit c, je vais vous le prouver, d'accord? Preuve du petit c. Alors, cette preuve hein, va toujours utiliser ce fameux théorème
de décomposition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette preuve? D'accord? Donc, on va poser des choses. D'abord, on va donner les décompositions de n et de m. Donc, n, qu'est-ce que ça va être? Alors, je vais les recopier, elles sont ici, je pense. Voilà, je vais recopier ça. Hop. Voilà. Voilà, d'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai décomposé n et j'ai décomposé m. Ce sont des notations, hein, c'est rien d'autre que ça. Les puissances des facteurs premiers qui interviennent dans n, je les appelle n indice i, et les puissances des facteurs premiers de m qui interviennent dans sa décomposition, je les note m indice i. D'accord? Bon, ça c'est juste une notation. Hein. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois prouver que si je prends un multiple commun quelconque de n et de m, forcément, il va être divisible par le PPCM. Donc le PPCM, c'est vraiment le multiple commun le plus petit, dans le sens où il va diviser tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais suivre l'énoncé. C'est quoi mon point de départ? Ben, j'ai un multiple commun de n et de m. Alors, je vais écrire ça. Je vais le baptiser, je vais l'appeler k, par exemple. Alors, on va écrire soit... Pourquoi je suis en gras? Soit... Alors, excusez-moi, je vais mettre la présentation comme il faut. Sinon, ça va me perturber. Voilà. Donc, soit k, un multiple commun donc un multiple de n et de m. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux dire de k? Ben, en fait, quand je vais décomposer k, il va avoir lui aussi des facteurs premiers, avec des puissances. Comment vont être ces puissances? Ben, si c'est un multiple de n, si c'est n fois quelque chose, ce que je sais, c'est que les puissances qui vont intervenir dans la décomposition de k, est-ce que je peux monter? Alors, monter quoi? Le son ou l'image? C'est-à-dire monter, tu veux dire agrandir? Ah, tu veux voir ce qu'il y a en haut. Après, il faut pas que ce soit trop petit. Ça va comme ça, ou j'agrandis encore un peu. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez faire des zooms, même si c'est petit, hein, ce que j'affiche. Vous avez un outil de zoom dans la fenêtre bbcolab.com, là, Blackboard Collaborate. Ok? Alors, regardez. Si je prends un multiple de n et de m, qu'est-ce que je peux dire? Je vais également noter sa décomposition, comme j'ai fait pour les autres. Hein. Donc, je vais écrire on note k égale. Donc, pareil, hein, il a une certaine décomposition. Et ses puissances, je vais les appeler, avec beaucoup d'imagination, k indice i. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans la mesure où n divise k, du fait de n divise k, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur les puissances k indice i? Comment vont-elles être par rapport aux puissances n indice i? Donc j'ai n qui divise k. Donc k en fait c'est plus grand que n, c'est n fois quelque chose. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les puissances ki par rapport aux puissances ni? D'après vous, est-ce que vous avez... est-ce que vous sentez le truc ou pas? Non, c'est un peu compliqué ça. Alors en fait, ce qu'on peut affirmer, je vais vous le dire, c'est que pour tout i,
vous allez avoir la puissance KI qui est supérieure ou égale à la puissance NI. En fait, dès qu'un nombre en divise un autre, toutes ces puissances vont être inférieures. Ou dès qu'un nombre est multiple d'un autre, toutes ces puissances vont être supérieures. Alors, on peut le vérifier sur un exemple, hein, si ça vous paraît difficile. Qui c'est qui comprend rien à ce que je raconte là? Juste manifestez-vous. Donc vous me dites je comprends rien si vous voyez pas trop ce dont il s'agit. Que je sache si c'est trop abstrait ou si faut que j'illustre, etc. Manifestez-vous. Mettez-moi un petit message dans le chat. Alors j'ai un peu de mal. Alors regardez, je vais le faire sur un exemple. Vous allez voir, tout simple. Exemple illustratif. D'accord? Vous êtes d'accord que 12... qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, on va prendre 12. On va prendre 9. 9 divise 36. On est d'accord avec ça. 36, c'est 9 fois 4. Ben regardez, quand je vais décomposer 9, qu'est-ce que je vais obtenir? Toujours pareil, hein, je fais le lien avec la décomposition en produit de facteur premier. Je vais obtenir 3 au carré. Pardon, je ne vais pas prendre 36, je vais prendre 54. 9 divise 54, 6 fois 9, 54. Et 54 lui-même, je ne sais pas, vous connaissez bien vos tables de multiplication. Hein. Je vais le décomposer. Alors qu'est-ce que c'est que 54? Si je le décompose, c'est pas grave Abdelhakim. Donc on a dit 9 fois 6, ou 27 fois 2 si vous préférez. Donc vous allez obtenir 3 au cube, fois 1, 2. Regardez. Très bien, monsieur Bataille. Qu'est-ce que vous observez? 9 divise 54, forcément, quand vous le décomposez, toutes les puissances qui vont apparaître vont être inférieures à celles qui apparaissent dans 54. C'est obligé. Si vous avez ici, si vous aviez une puissance qui était plus grande là que là, ben 9 ne pourrait plus diviser 54. D'accord? Alors on peut le démontrer ça, hein. J'ai énoncé une propriété juste avant qui dit ça. Que si effectivement un nombre est multiple d'un autre, ben, toutes ces puissances dans la décomposition sont plus grandes. Mais c'est assez intuitif, d'accord? Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux ce que je veux dire? Alors même pour le 9, je pourrais même écrire 2 puissance 0. Ok. Vous voyez, on observe que 9, toutes ces puissances sont plus petites que celles de 54. Là, j'ai 3 au carré de puissance 0, et dans 54, j'ai 3 au cube de puissance 1. Ok? Donc je reviens à mes moutons. Je sais que k est un multiple de n. Ben, ça veut dire que toutes ces puissances sont plus grandes que les puissances qui interviennent dans la décomposition de n. Mais c'est vrai aussi pour m, puisque m va diviser k. Donc du fait de m divise k, c'est la même phrase, hein, on peut affirmer que les puissances de k sont plus grandes que les puissances de m. Si je résume, si j'ai un multiple commun, k, toutes ces puissances sont plus grandes que celles de n. Toutes ces puissances sont plus grandes que celles de m. Je peux alors affirmer que toutes ces puissances sont plus grandes que le plus grand nombre entre n et m. Je redis ma phrase. Si quel que soit i, ki est plus grand que ni. Si quel que soit i, ki est plus grand que mi. Alors quel que soit i, ki est plus grand que le plus grand nombre entre ni et mi. Ça vous paraît logique ça? Je vais l'écrire. Ouais, les 3 petits points, ça veut dire quoi, Victoria? Ça veut dire, faudrait peut-être pas trop... Alors, je vais réexpliquer ça. Alors, quel que soit i, ki est plus grand que le max des mi, ni. C'est-à-dire, alors, le max, ça veut dire le plus grand de ces deux nombres. Alors, pareil, exemple illustratif. Vous allez voir, c'est tout bête, hein, en fait. Si je dis que a est plus grand que 7, et a est plus grand que
est plus grand que 9. A va être plus grand que le plus grand des deux. Alors attendez, je vais écrire dans l'autre sens, parce que ça c'est débile. Je vais écrire comme ça. Si 9 est plus grand qu'un certain nombre A, et 9 est plus grand qu'un certain nombre B, est-ce que vous êtes d'accord que 9 est plus grand que le plus grand des deux A et B? Alors, 9 sera plus grand que le plus grand des deux. En fait, c'est tout bête, hein. On dit pas grand-chose, là. Je vais essayer de vous prendre un autre exemple. Ok. Donc si Victoria a une mauvaise note, si Victoria a une meilleure note que Charles, et elle a une meilleure note que, je prends au hasard, hein, Fatima, d'accord? Et ben, Victoria a une meilleure note que le meilleur des deux. C'est évident, non? Alors souvent en mathématiques, on a l'impression d'écrire des trucs évidents, mais là, c'est un petit peu le cas. Alors, le problème n'était pas la vraisemblance de ce que je raconte, hein, on est bien d'accord. Mais pourquoi pas? Je veux dire, mademoiselle Ben Mostefa peut avoir un coup de mou, monsieur de Grémont, bon, je sais pas, des fois il est un peu en courant alternatif, donc voilà. Et regardez, finalement, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que les puissances qui interviennent dans K sont supérieures ou égales aux puissances, au maximum des puissances ni et mi, au plus grand des deux. Donc qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux en déduire? On en déduit, et c'est magique, que K est un multiple du PPCM. Alors, pourquoi on en déduit ça? C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, regardez. On a dit que quand un nombre en divise un autre, toutes les puissances du diviseur étaient plus petites, ou toutes les puissances du multiple étaient plus grandes. Et là, on vient de démontrer, regardez, que les puissances de KI sont toutes plus grandes que ça. Mais ça, c'est exactement les puissances du PPCM. Donc on en déduit que K est bien un multiple du PPCM. C'est pas beau les maths? Est-ce que vous avez pigé la preuve? Ouais. Alors en fait, ce qu'on utilise, c'est ce lien entre être diviseur et les puissances. Ce lien, je vous l'ai mis dans une propriété un petit peu avant. Voilà, vous voyez, c'est écrit ici. Voilà, c'est cette propriété qu'on utilise. Si un nombre en divise un autre, on peut caractériser ça par le fait que toutes les puissances du diviseur sont inférieures ou égales aux autres puissances, enfin celles du multiple si j'ose dire. Et vous voyez, c'est une équivalence. C'est-à-dire on peut utiliser cette formule dans un sens et dans l'autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Cette propriété du 1, 4, 4, je l'ai d'abord utilisée dans un sens. D'accord? J'ai utilisé le fait que si un nombre divisait un autre, les puissances étaient plus grandes. Enfin, les puissances du diviseur étaient plus petites. Et là, je viens de l'utiliser dans l'autre sens. Comme les puissances de K sont plus grandes que les puissances du PPCM, c'est que le PPCM divise K. Ou que K est un multiple du PPCM, d'accord? Donc la clé, c'est ça, d'accord? On utilise la propriété, alors je vous remets le numéro. Alors je ne l'ai pas démontré cette propriété, hein, c'est pas... On pourrait l'écrire, j'ai déjà oublié le numéro, c'est 1, 4, 4, petit 2. 1.4.4 petit 2, qui est une équivalence. Donc la clé, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que toutes les relations de être diviseur, être multiple, on les a traduites grâce au théorème de décomposition par tout simplement par une relation inférieure ou égale. Un nombre en divisant un autre, c'est que toutes les puissances sont inférieures ou égales. Donc être diviseur, être multiple, tout est traduit en inférieur ou égal, ou supérieur ou égal, si vous êtes un multiple. D'accord?
Voilà, donc je vous invite à regarder cette démonstration, essayer de comprendre comment elle marche, ok, éventuellement de la travailler cette semaine, ok, donc c'est la petite démonstration que je vous demande de comprendre et de travailler, ok. Alors, vous avez maintenant les propriétés équivalentes pour le PGCD. Alors, on va se contenter de les illustrer sur des exemples. Alors, je vous rappelle ce que c'est que le PGCD, bah, c'est un peu entre guillemets le contraire du PPCM. Donc, on va se donner deux nombres. Donc, je vous mets le cours, la version mise à jour du cours, je vous la mettrai en diffusion dans l'onglet communication. Hein. Vous aurez cours mis à jour. Voilà. Vous aurez tout ce qu'on a tapé aujourd'hui, plus également ce qu'on avait tapé la dernière fois, et qui apparaissait dans les vidéos. Alors, passons au PGCD maintenant. Donc on va illustrer ça, exemple. Ok, donc on va regarder ce que dit la propriété 222. On va essayer de l'illustrer par des exemples. Alors, j'aime bien avoir ma police qui fait joli, voilà, exemple. Alors pareil, on va se donner deux nombres A et B. Alors prenons A égale, on va prendre un peu les mêmes que tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Ils ont le même genre de nombre, et B égale... qu'est-ce qu'on avait pris tout à l'heure? Bon, on va recommencer avec 36, allez, on les a déjà décomposés. Alors 54, si vous le décomposez, ça fait... Donc on l'a déjà donné tout à l'heure, hein, c'était 3 au cube fois 2. Et 36, c'était... 3 au carré fois 2 au carré. 4 fois 9. Bon, je ne les ai pas écrits dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Et en fait, pardon, il faut les appeler N et M. Alors, pourquoi? Donc le petit a affirme que le PGCD est un diviseur commun de N et de M. Alors, on va le visualiser. Déjà, qui est le PGCD? Je vous écoute. Qui est le PGCD de N et de M? J'arrive à le taper correctement, oui. Alors, qui est le PGCD? Je vous écoute. Mais comment on l'obtient? Si c'est just a little exercice. Alors, 2 fois 3 au carré, exact. Voilà, c'est les plus petites puissances qui interviennent, tout à fait. Donc pour le 2, c'est 2 puissance 1. Et pour le 3, on va prendre 3 puissance 2. Ok, donc si vous voulez, c'est 18, quoi. Si on veut l'écrire sous forme en écriture décimale. Bon, alors que dit la propriété, que dit le petit a? Elle dit que forcément le PGCD est un diviseur à la fois de N et de M. Ben, on va montrer ça. Regardez, je vais partir de N. Et regardez comment je vais l'écrire. Ben, je vais faire apparaître le PGCD. Donc je vais écrire 2 puissance 1 fois 3 puissance 2. D'accord? Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait apparaître le PGCD. Et qu'est-ce qui manque pour arriver jusqu'à N? Alors, quels sont les facteurs qui manquent? Ben, il manque un facteur 3. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? Regardez. Ben, N, en fait, c'est le PGCD 18, qu'on vient de déterminer, fois 3. Ok? Pas que j'écrive n'importe quoi non plus. Voilà. Hop là, et là, il y a un fois 3. Comme vous n'avez pris que des puissances plus petites, ou, enfin inférieures ou égales à celle de N, bah forcément il manque des trucs. Bah là il manquait un facteur 3. Donc forcément le PGCD c'est un diviseur, puisque il est fabriqué à partir des puissances de N en prenant un peu moins. Donc bah, ça, c'est exactement fabriquer un diviseur de N. Alors même chose pour M, hein. C'est le même principe. Alors on y va, bah M, je vais faire apparaître le PGCD. Donc toujours pareil, j'écris mon 2 au carré fois 3 puissance 2. Donc le PGCD, c'est une partie de M. Alors qu'est-ce qui manque pour reconstituer M? Ben, il manque 2, il manque un facteur 2. D'accord? Donc forcément,
je sais que le PGCD divise M. Donc j'obtiens le PGCD fois 2. Voilà. Donc en fait, la propriété petit a, elle est assez évidente, et si vous réfléchissez bien, tout repose encore une fois sur la même chose, c'est-à-dire sur la propriété, j'insiste un petit peu là-dessus, la propriété 1.4.4, qui dit que si un nombre en divise un autre, toutes les puissances qui apparaissent dans sa décomposition vont être inférieures à celles qui apparaissent pour l'autre nombre. D'accord? C'est vraiment ça qu'on utilise. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, on avait illustré cet exemple-là. Alors, le petit b, que nous dit-il? Si vous avez un nombre qui en divise un autre, ben, le PGCD des deux, c'est le plus petit. Je vais encore l'illustrer par un exemple. Donc, si on pose n égale 12, on va prendre, je crois que c'était le même exemple tout à l'heure, et m égale 36, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire du PGCD de 12 et de 36? Je vous écoute. Eh ben, c'est 12, évidemment. Alors, c'est assez logique. Vous savez que toutes les puissances qui interviennent dans M vont être supérieures ou égales à celles qui interviennent dans N, puisque M est un multiple de N. Donc si vous prenez les plus petites des deux, vous allez trouver exactement, à chaque fois, celle de N. Donc le PGCD, c'est bien N. D'accord? Alors le petit c, on pourrait le démontrer en utilisant le même raisonnement que précédemment. Alors je vous laisse à faire en exercice. Preuve du petit c à faire en s'inspirant de la propriété précédente, c'est-à-dire de la preuve qu'on a déjà faite, hein. En s'inspirant de la preuve correspondante dans la propriété 2.2. Ok, donc vous essayez de le faire. Donc, résultat à retenir, le PGCD, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, c'est un diviseur commun à n et à m, et c'est le plus petit de ces diviseurs communs dans le sens où il va diviser tout diviseur commun. Donc en fait, les diviseurs communs à deux nombres, ils sont tous des multiples du PGCD. D'accord? Et vous essayerez de le démontrer. Une propriété qu'on utilise assez souvent en maths, quand vous multipliez le PGCD et le PPCM entre eux, vous retrouvez le produit des deux nombres. D'accord? Alors on va le constater sur un exemple. Exemple. On va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Alors, donc si vous prenez n égale, qu'est-ce qu'on a dit, 36, m égale 54. Alors rappelez-moi ce qu'on avait trouvé pour le PGCD. On va commencer par le PPCM peut-être. Je ne sais pas si on avait fait le PPCM. Je me souviens plus en fait. Alors pour le PPCM de 36 et 54, qu'est-ce qu'on trouve? Je vous laisse chercher. Non, pardon, c'était pas 36, 50. Si, c'est ça, c'était 36 et 54. Autant pour moi. Alors, quel est le PPCM de 36 et de 54? Je vous laisse chercher. Allô, allô? Donc, vous cherchez un multiple commun de 36 et de 54 qui soit le plus petit possible. Qu'est-ce que vous allez trouver? Oh là, je crois que tu confonds avec la notion de PGCD, Charles. Alors, 2 au carré fois 3 au cube, c'est exactement ça. Alors, 36, c'est 2 au carré fois 3 au carré. 54, c'est 2 au cube fois 3 au carré. Je vais l'écrire, hein, parce que ça a l'air de vous avez un peu mis du temps. Alors, on va écrire les décompositions. Donc, 36, c'est 2 au carré fois 3 au carré. Ok.
54, c'est quoi? C'est 2 fois 3 au cube. Ok, 27 fois 2. Donc si vous cherchez le PPCM, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les plus grandes puissances, donc vous allez trouver 2 au carré fois 3 au cube. D'accord? Et si vous regardez, ça fait 108. Ok? Pour le PGCD, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, cette fois-ci, on va prendre les plus petites puissances. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Je vous écoute. Monsieur de Grémont, tiens. Allô, allô? 2 fois 3 au carré, bravo Claire. On prend les plus petites puissances. Donc 2 puissance 1, fois 3 au carré. Ok. Maintenant, je propose de multiplier le PGCD avec le PPCM. Ça, on peut calculer. Pardon, c'était 3 au carré, excusez-moi. Et ça fait 18. Yes. Alors, je propose de multiplier les deux. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça donne quand je multiplie les deux? Bon, on peut dire ça fait 108 fois 18. Ok. On peut le calculer si on veut. Alors, moi, je vous propose de le calculer, mais je vais être plus malin que ça. Je vais, plutôt que de poser la multiplication, je vais utiliser la décomposition. Qu'est-ce qui va se passer avec les puissances? Ben regardez, je vais avoir 2 puissance combien? Si je veux faire 108 fois 18. Alors, je vais avoir 2 puissance 3, tout à fait. Ok, fois quoi? Alors 3 puissance combien? 3 puissance 5. Tout à fait. Et bien ça, figurez-vous, ça donne forcément la même chose que n fois m. Regardez, faites la même chose avec n fois m, et vous allez trouver exactement le même résultat. D'accord? Alors en fait, c'est tout à fait logique. Pourquoi c'est tout à fait logique? Ben, quand vous multipliez le PGCT par le PPCM, vous prenez à chaque fois la plus petite puissance parmi NI et MI, et la plus grande parmi NI et MI. Bah, soit c'est NI, soit c'est MI, dans l'un ou dans l'autre. Et quand vous les multipliez, bah, ça revient à ajouter ces puissances. Et vous faites exactement la même chose quand vous calculez le produit NM. Donc ça, en fait, on pouvait s'y attendre à l'avance, c'est même assez simple à démontrer, en utilisant justement les puissances. Ok? Donc retenez bien ça. Si vous multipliez le PGCD par le PPCM, vous retrouvez exactement le produit NM. Et encore une fois, c'est un truc qu'on utilise. Voilà, pour ce petit exemple. J'espère que c'est clair. Ça va ce qu'on a fait depuis le début de l'heure, là? Dites-moi oui, ça va, ou bof, que je sache un peu, là. Comme je vous vois pas. Qui c'est qui a un peu de mal, là, sur ce que je raconte? Monsieur Grandjean, ça va? J'ai pris Grandjean au hasard, hein. J'aurais pu demander à Monsieur Chrysostome. Manifestez-vous un peu. Ben oui, alors on peut un peu s'embrouiller, Claire. Je suis d'accord avec toi. C'est que la deuxième fois qu'on en parle, on va en faire encore des PGCD, des PPCM. Et comme vous voyez les deux en même temps, hein, peut-être effectivement vous allez tendance à avoir peut-être un petit peu confondre. Et il faut un peu d'entraînement. Tout à l'heure on a vu que Charles par exemple, j'ai demandé un PPCM, il a sorti un PGCD. Voilà, donc faudra un petit peu voir ça. Alors ensuite, dernière propriété qu'on va illustrer aujourd'hui, avant de faire un peu d'algorithme, cachez votre joie, c'est la propriété 224. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors on écrit d'abord PGCD égale 1. On a vu que ça portait un nom ça la dernière fois, vous en souvenez? Quand le PGCD de deux nombres est égal à 1, qu'est-ce qu'on dit? Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on dit des deux nombres? Voilà, alors ça c'est à retenir, très bien pour ceux qui l'ont retenu. On dit qu'ils sont premiers entre eux. Ça c'est un truc super important, cette notion de nombre premier entre eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement que le PGCD de deux nombres est égal à 1? Ça veut dire que quand vous prenez tout ce qui est en commun entre ces deux nombres, bah vous avez entre guillemets rien. Regardez ce qui est écrit de l'autre côté du équivaut. Quel que soit l'indice i, ou bien la puissance de l'un c'est 0, ou bien la puissance de l'autre c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les facteurs premiers
qui décomposent n, réellement, c'est-à-dire ceux qui ont une puissance non nulle, ne sont pas les mêmes que ceux qui décomposent m. Alors on va l'écrire en commentaire, ça. Commentaire. Donc le petit a se traduit ainsi. Les nombres premiers qui décomposent n ne sont pas les mêmes. Il n'y a rien en commun, quoi, que ceux qui décomposent m. D'accord? Donc, si vous voulez, ces deux nombres sont étrangers. Ils n'ont pas les mêmes facteurs premiers qui les décomposent. Ok? D'ailleurs, en allemand, pour ceux qui font de l'allemand, je vous ai dit comment on baptisait des nombres premiers entre eux en allemand? Vous en souvenez ou pas? Je crois vous l'avoir dit. Enfin, je crois. Personne? Herr de Grémont? Oder Fraulein Kovacs? Alors, on les appelle Tyler Fremd. Je vous l'écris dans le cours. Tyler Fremd. Qu'est-ce que ça veut dire Fremd en allemand, vous savez ou pas? Parce que si je dis ça pour illustrer, vous savez pas ce que ça veut dire. Donc en allemand, on dit Tyler Fremd. Non, personne sait ce que ça veut dire Fremd en allemand, mais ça veut dire étranger. Ça veut dire que leurs diviseurs sont étrangers. Ils n'ont rien à voir. Ok? Retenez ça, hein, Monsieur Estradé, Mlle Ben Mostefa, Monsieur Guigou. Voilà. Donc il n'y a rien en commun. Ça, c'est ce qui est important à comprendre. Alors, ça se traduit également comme ça. Le seul diviseur commun positif de m et de n, finalement, c'est qui? C'est 1. D'accord? Autre chose importante, prenez deux nombres qui ne sont pas forcément premiers entre eux. D'accord? Vous appelez A leur PGCD. Et vous divisez chacun des deux nombres par A. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je répète, vous avez deux nombres, pas premiers entre eux, ils ont des choses en commun. Vous calculez leur PGCD. Bon, vous trouvez A, c'est un diviseur. Et vous divisez chacun des deux nombres par leur PGCD. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, si vous divisez chacun des deux nombres par ce qu'ils ont en commun, ils n'ont plus rien en commun. Donc ils sont premiers entre eux. On va l'illustrer par un exemple. Non, ça n'a rien à voir avec le PPCM, Victoria, vous allez voir. Alors, considérons donc illustration du petit c. Oui, oui, mais t'es pas la seule, t'inquiète pas. Hein, vous avez encore peut-être une fois ou deux, vous allez un peu galérer à vous mélanger les pinceaux. Donc on va prendre, si vous prenez n égale, bon on va prendre les mêmes que tout à l'heure. Hein. Allez, n égale 36 et m égale 54. D'accord? Alors je vais peut-être un petit peu changer. Alors attendez, je vais prendre 180 et m égale 378. 378. Voilà, je vous donne deux nombres, d'accord? 180 et 378. Alors, on va déterminer leur PGCD. Allez, c'est un petit exercice, donc vous le faites. Vous allez me trouver le PGCD. Ok? À vous. Trouvez-moi le PGCD de 180 et 378. Attention, PGCD, c'est un nombre qui divise. C'est le plus grand diviseur commun. On le trouve en prenant les puissances les plus petites qui rentrent dans la décomposition de chacun des deux. Allez, je vous laisse faire, puis vous me dites ce que vous avez trouvé.
Alors, PGCD 18, dit Monsieur Bourrier. Vous avez trouvé ça aussi? Ouais, c'est 18. Ok. Alors effectivement, le PGCD, c'est 18. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de considérer n sur 18 et m sur 18. Donc on a le PGCD qui fait 18, ok. Considérons alors n sur 18. Pardon. N sur 18, je vais y arriver. Et m sur 18. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est des nombres entiers? D'accord ou pas? Ah oui, c'est des nombres entiers. 18 divise chacun des deux. Donc, quand je divise, le quotient va être un nombre entier. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux nombres entiers? Alors, Tyler Friend, c'est un adjectif. Hein. Premiers entre eux, ils sont bleus, rouges, verts, jaunes, petits, grands, ils sont premiers entre eux. Alors, une fois que j'ai divisé par le PGCD, qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'à calculer ce que ça fait, si vous voulez. N sur 18, ça fait quoi? On peut le calculer, hein, ça fait 10. Et M sur 18, ça fait combien? Ah, chaque fois que je me trompe, ça m'énerve. M sur 18 égale... vous faites le calcul, hein, ça se fait plutôt bien. Ça fait 21. Merci, monsieur Bourrier. Je dis que forcément, 10 et 21 sont premiers entre eux. Alors, effectivement, ils sont premiers entre eux. Alors, à quoi je vois qu'ils sont premiers entre eux, d'ailleurs, très simplement? Décomposer 10. 10, c'est 2 fois 5. D'accord? 21, c'est 3 fois 7. Vous voyez qu'il n'y a aucun facteur premier en commun. Ils n'ont rien de commun. Alors, je dis que ça, on aurait pu s'en douter à l'avance. Pourquoi? Quand vous calculez le PGCD, vous déterminez tout ce qui est en commun aux deux nombres. D'accord? Et vraiment tout. Tout ce qui est en commun, vous le prenez, et voilà. Et une fois que vous divisez ces deux nombres par ce qu'ils ont de commun, le quotient que vous obtenez, il n'y a plus rien en commun. Alors évidemment, ça peut se démontrer assez simplement, d'accord? Mais l'idée est assez, il me semble, assez intuitive. Est-ce que vous avez compris le principe? À partir du moment où, si vous voulez, 18, c'est dans la décomposition de n et de m ce qui est en commun, si je divise par ce fameux 18 chacun des deux, ils n'ont plus rien en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Qui trouve ça clair? Ou qui, au contraire, trouve que c'est pas si clair que ça? Ouais, ça va, Victorien, et les autres un peu, là, ceux qui s'expriment pas trop. Clarisse aussi. Donc ça, c'est un truc important. En fait, si vous voulez, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand vous simplifiez une fraction. D'accord? Si j'écris la fonction... Pardon, si j'écris la fraction 378 sur 180, d'accord, c'est une fraction. J'ai trouvé que le PGCD c'était 18, donc je vais diviser en haut et en bas par 18. Qu'est-ce que je vais obtenir? 378 divisé par 18, ça fait 21. 180 divisé par 18, ça fait 10. Et bien cette fraction, 21 sur 10, elle est irréductible. D'accord? Parce que 21 et 10 n'ont plus rien en commun. Et la fraction, et cette écriture est irréductible. Ça marche? L'intérêt, il est là aussi, quand on simplifie des fractions, par exemple. Ok pour tout le monde? Bon. Alors ça, c'est des petites choses que vous allez manipuler, alors un petit peu cette année, beaucoup plus l'année prochaine, ok? Alors par rapport au cours que vous avez, j'ai rajouté d'autres théorèmes, hein, qui sont aussi à votre programme, qu'on fera un tout petit peu plus tard. J'ai regardé avec Madame Château, elle a souhaité qu'on rebascule sur les nombres complexes, donc on va arrêter l'étude des nombres premiers ici. Hein, vraiment, on a utilisé la notion de nombres premiers entre eux, et on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais je vais simplement vous parler un petit peu de l'algorithme d'Euclide, d'accord? Donc je vais vous rappeler comment il fonctionne.
Alors, je vais aller sur le site Replit, que je vous ai déjà montré. Si vous avez un compte sur Replit, je vous conseille de faire la même chose. On y va. Donc voilà, faites-le hein, si vous avez un compte, si on peut en créer un quand vous voulez, maintenant, plus tard. Voilà, donc on peut programmer, hein, etc. Alors, l'algorithme de clic, je ne sais pas si vous en souvenez, il repose sur les divisions, sur la notion de division euclidienne. Alors je vais d'abord vous le faire avec Excel, et en parallèle, on va regarder ce que ça donne avec la programmation en Python. Alors on avait vu des exemples la dernière fois dans le cours, hein. Bon, je sais pas, je vais prendre des nombres au hasard. On va prendre 532. Je vais dire que c'est mon dividende. D'accord? Ensuite, je vais prendre... je vais plutôt prendre... qu'est-ce que je vais prendre je sais pas. J'hésite. 432, allez. Et comme diviseur, je vais prendre... 3030. Alors du coup, je devrais plutôt prendre l'inverse. Allez, 3030 et 432. Donc je vous rappelle comment fonctionne l'algorithme d'Euclide, d'accord? Donc vous avez deux nombres A et B, dont vous voulez trouver le PGCD. Donc c'est un algorithme qui vous permet de déterminer le PGCD des deux nombres. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va trouver le reste dans la division euclidienne de 3030 par 432. Alors vous avez une fonction sur Excel qui vous permet d'obtenir un reste. Alors je crois qu'elle s'appelle modulo, ça doit être mode quelque chose. Non, ça lui dit rien. Reste, non, c'est pas ça non plus. Mode, voilà, c'est ça. Renvoie le reste d'une division. Mode, nombre, diviseur. Ok, excusez-moi. Donc ici, je vais taper égal mode. Le nombre, c'est celui-là. Et le diviseur, c'est celui-là. Et là, vous voyez, j'obtiens le reste. Ensuite, comment on continue? Ben, si vous vous souvenez bien, notre nouveau dividende, c'est l'ancien diviseur. D'accord? Et le nouveau diviseur, c'est l'ancien reste. Donc en fait, on fait glisser les nombres en bas à gauche, comme ça. Et j'ai plus qu'à faire la division euclidienne. Bon, alors je vais prendre un autre exemple, parce que... Bon, je vais prendre des nombres au hasard. Hein. Voilà. Donc je cherche le PGCD de 4875 et 754. Et je poursuis le procédé. D'accord? Avec Excel, c'est magique. Et quand j'arrive à 0, ben je sais que le PGCD, c'est le dernier reste qui apparaît ici. D'accord? Donc voilà comment on fait avec Excel. D'accord? C'est tout bête. On fait des divisions euclidiennes qui s'enchaînent. Alors, on va essayer de programmer ça en Python. Donc vous observez que la première chose à faire, c'est d'avoir un programme qui permet de trouver le reste quand on fait une division euclidienne. D'accord? Alors en fait, il se trouve que cette fonction, elle est implémentée directement en Python. D'accord? Donc vous avez quelque chose qui vous donne le reste. Bon, on va s'en servir. Ok? Donc je vous laisse ça sous les yeux. Et je vais programmer en Python. Alors on y va. Je vais créer un programme. Python, ok. Python. Je vais l'appeler algorithme Euclide. Algo Euclide. Ok. Create. Ça marche. Voilà, tu connais Romain très bien, c'est la syntaxe, c'est pourcentage qui nous donne le reste. Alors on y va. Donc je vais créer une fonction qui en fait calcule le PGCD. Hein. Donc je vais l'appeler PGCD. Def PGCD. Et évidemment, PGCD, il faut avoir deux nombres au départ. Donc je vais les appeler A et B. Ceci étant fait, comment ça fonctionne? D'accord? Ben, vous allez devoir à chaque fois calculer un reste. Donc ce reste, ben, comment on l'obtient? Ben, la première étape, en fait, c'est de diviser A par B. Alors, bon,
on ne sait pas lequel des deux est le plus grand, mystère et boule de gomme, on verra bien. Donc je vais écrire R, c'est quoi? Ben, c'est le reste de la division de A par B. D'accord? Donc voilà comment ça s'écrit. D'accord? R égale reste de A divisé par B. Ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois affecter, je dois permuter le rôle de A, de B et de R. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le nouveau dividende, c'est-à-dire celui qui joue le rôle de A, ça va être B. D'accord? Donc, j'affecte la valeur de B à A, ce qui s'écrit A égale B. Et j'affecte la valeur de R à B. D'accord? Et je continue. Donc, il va y avoir une boucle. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Bon, la boucle, ça va être un tant que, donc on va mettre tant que j'ai pas un reste qui est égal à 0. Alors, je vais l'écrire comme ça. Alors, pour que ce soit plus simple, ouais, j'hésite un peu à le mettre après ou avant. Bon, ça revient au même. Alors, pour que ce soit plus clair pour vous, je vais d'abord calculer le reste au début. Donc, je calcule mon reste. Ok. Et tant qu'il est différent de 0, je vais mettre un point d'exclamation, hop, je fais ce travail de permutation. Et là, je dois mettre R égale 1 $B. Voilà, ça doit fonctionner. J'ai oublié les deux points et j'ai oublié l'incrémentation. Bon, je le fais assez rapidement, on peut peut-être améliorer, peut-être une ligne qu'on peut supprimer. Ok. Et à la fin, le PGCD, en fait, ça va être le dernier reste non nul. Alors attention, quand vous obtenez le reste qui est égal à 0, d'accord, le dernier reste non nul, en fait, il s'appelle B dans l'algorithme. Bon, c'est un peu sioux, mais... D'accord. Donc ici, vous avez l'algorithme d'Euclide. Vous voyez, c'est très court à programmer, ça prend 4 lignes. Et on va juste vérifier si ça marche. Alors, c'est parti. Run. Bon, déjà, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Alors, on y va. PGCD de 4875. Et on ne peut pas faire tout simplement comme ça. Alors, qu'est-ce que tu entends par tout simplement, Victorien? Vous voyez, ça marche. Bon, apparemment, ça marche, ça fait 13. D'accord? Oui, non, mais le PGCD de AB, oui, il pourrait y avoir une fonction qui te retourne le PGCD de A et de B. Mais on essaie de la fabriquer, en fait, si tu veux. On invente la notion de PGCD. Et parce que c'est pas magique, dans une machine, dans un langage informatique, s'il y a une fonction PGCD qui est capable de le calculer, c'est que derrière, en fait, il y a quelqu'un qui a programmé ça. Simplement, du coup, t'as pas besoin de te soucier de la façon dont ça marche. Là, en fait, nous, on apprend comment programmer le PGCD. Ok? Voilà. Donc, bon, apparemment, ça fonctionne. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je commence par un nombre qui est plus grand que l'autre? C'est-à-dire si je mets 750 et 4875. Ok, bon, allons-y. Ça marche quand même. Alors, en fait, vous pourrez regarder, vous apercevez qu'il fait, il passe une fois de plus dans la boucle, mais on fait exactement les mêmes choses. Ok? Voilà. Ouais, bon, on peut peut-être l'écrire avec une ligne de moins ce programme, faudrait que je regarde. Voilà, donc le principe de l'algorithme d'Euclide. Alors c'est un algorithme important, on va en reparler un peu plus tard. Je voulais déjà vous le montrer dès à présent. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche quand les nombres sont négatifs? On va regarder. Alors si je mets moins 754 et 4875, allons-y, ça a l'air de marcher aussi. Donc il faudrait démontrer, hein, parce que bon, c'est juste un exemple, ça, et je vais remettre un moins pour être sûr que ça marche aussi. Bon, là, ça fait moins 13. Ce qui revient au même, hein, 13 ou moins 13. Alors nous, on a défini le PGCD comme étant un nombre positif. Donc vous apercevez que notre programme peut éventuellement retourner des nombres négatifs.
Donc il faudrait peut-être mettre une valeur absolue, mais en gros, notre programme va fonctionner, hein, même avec des nombres négatifs. Ok? Alors on peut maintenant essayer des nombres premiers entre eux. Qu'est-ce qu'on avait vu comme nombre premier entre 21 et 10? Qu'est-ce qu'on doit obtenir comme PGCD si j'essaie avec 21 et 10? Et ça devrait faire 1. Effectivement, ça fait bien 1. D'accord? Et je vous assure que cet algorithme est assez rapide pour obtenir, là, si vous prenez des grands nombres. Alors prenons par exemple, vous vous souvenez, monsieur de Grémont, vous nous avez donné un nombre premier gigantesque. C'était quoi? C'était 2 puissance 31 moins 1, c'est ça? Alors lui, c'est déjà un nombre premier. Donc c'est facile de, comment dire, de trouver un deuxième nombre de telle sorte qu'il soit premier entre eux. Il suffit de prendre n'importe quel nombre, en fait, qui est plus petit que lui. Allez, on va prendre 452 103, vraiment au hasard. Allez, on va voir si ça va vite. Vous voyez le temps qu'il a mis quand même? C'était quasi instantané. En fait, vous avez un algorithme qui va très très vite. S'il fallait le faire à la main en essayant de trouver, de décomposer les diviseurs, ça prendrait un temps fou. Donc c'est un algorithme qui est quand même très performant. Ok? Voilà. Donc, alors, while B strict positif. Attends, je vais regarder ce que tu as fait le temps parce que c'est effacé. Reste égale AB égale B reste. Ouais, bah c'est exactement la même chose hein, qu'on a écrite, si je dis pas de bêtises. Sauf que t'as mis, alors t'as interverti, t'as mis R d'abord. Ouais, alors ça fait gagner là. En fait, c'est mieux de le faire dans cet ordre, t'as raison. Ça fait ce que t'as fait, en fait, ça fait économiser cette ligne ici. R égale, ouais, mais sinon c'est exactement la même chose. Sinon c'est exactement pareil. Hein, c'est vraiment le même principe. Voilà. En fait, on fait la division euclidienne et on décale. Voilà. Et en fait, j'ai essayé de le trouver de tête tout à l'heure pour pas avoir à écrire cette ligne. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ça revient à peu près au même. Oui, effectivement, il faut commencer par B ici. Et ensuite substituer, donc on n'a pas besoin de mettre ça. En fait, je peux enlever ça, si je veux l'améliorer. Donc le programme que propose Victoria, c'est celui-là. Et en fait, ici, vous mettez B. Et ensuite, vous faites vos permutations. Alors, sauf qu'il faut calculer le reste, évidemment, avant de permuter. Donc maintenant, on peut mettre le reste ici, tout à fait. Alors ça vient comme ça. Donc on calcule le reste, et ensuite on permute. Voilà. Voilà. Et là, on obtient exactement la même chose. Sauf que ce que je dois retourner, attends, je vérifie. Ce que je peux retourner maintenant, c'est... Non, B, ça marche aussi. Non, ça ferait 0, donc c'est bien A qu'il faut retourner, t'as raison. Ok, ça marche. Donc effectivement, ça fait gagner une ligne. Donc on fait pas la boucle tout à fait dans le même ordre que ce que j'ai proposé. On fait d'abord le reste, et puis ensuite on affecte, ce qui est plus logique d'ailleurs. Mais ça revient au même en fait. Voilà. Donc super, oui, ton programme était mieux que le mien. Félicitations. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez compris des choses. N'hésitez pas, donc il y a une vidéo, vous pourrez la re-regarder. La trace écrite, vous l'aurez sur Pronote, incessamment sous peu. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pas? Non, c'est bon? Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre les exemples, à refaire des petits calculs. Encore une fois, c'est pas une chose très compliquée, hein. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a quelques décennies, les PGCD et les PPCM, ça s'enseignait dès l'école primaire. D'accord? Alors moi, quand j'étais à votre place, enfin quand j'étais collégien, je crois que je l'ai fait en cinquième, je dis pas ça pour vous dévaloriser, bien entendu, simplement pour vous dire que ces notions de base qu'on appelle l'arithmétique, en fait, alors c'était pas théorisé comme j'ai pu vous le montrer aujourd'hui, mais c'était des choses voilà, qui étaient prévues pour des jeunes, hein, beaucoup plus jeunes que vous. Donc bon, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, bon courage pour cette semaine. On se revoit vendredi à 14 h. Donc vous essayez de regarder un petit peu les preuves que je vous ai données à revoir. Là, hein. Et on va un petit peu avancer. Voilà.
Merci pour votre attention et à bientôt. Alors, Mademoiselle Kovacs, c'est une surprise pour moi. C'est quoi? C'est vendredi ou tu me le dis maintenant, la surprise? Ah, alors c'est quoi la surprise? M'attends au pire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok, alors, je fais la démonstration de la propriété 1.2.1, ouais. mais en allemand, C'est et je vrai, l'ai tu sais le faire apprise. en allemand? Oui, et je l'ai même apprise par cœur. Ça, c'est impressionnant, ça. Tu veux, tu veux la faire quand? Tu veux la présenter au tableau et tout? Non, non, je peux le faire maintenant, ça me gêne pas du tout. Maintenant! Oui, parce que je le retiens encore. D'ici demain, je pense que je l'oublie. Bon, allez, ça marche, je t'écoute. Alors, rappelle-moi ce que c'est la propriété 1 de 1, parce que je m'en souviens plus. Alors, tout nombre entier supérieur ou égal à 2 admet Ah un oui, d'accord, diviseur vas-y, premier. vas-y. Je t'écoute en allemand, alors. Attends, est-ce que j'arrête la vidéo qu'on va mettre sur YouTube? Oui, si possible. Bon, je vais arrêter. Ça marche. Alors, attends, une petite seconde. Je la coupe.